Bonsoir à tous. Alors, je vais d'abord voir comment ça marche. Donc, je viens donc ce soir vous donner un éclairage sur le rôle du corporate venture dans le cadre donc du financement de l'innovation. Je vais bien sûr m'appesantir sur le rôle du groupe auquel j'appartiens, du groupe Engie, qui est un acteur qui a des racines, je dirais, à travers le groupe Suez, très anciennes dans le financement de l'innovation, mais qui, dans sa nouvelle configuration, groupe Engie, groupe énergétique, est un intervenant relativement récent, puisque le groupe a été créé, enfin l'activité de Venture Capital a été créée en 2014. À quoi, première question, quels sont les drivers spécifiques du développement du corporate venture? Il faut bien comprendre, par rapport aux fonds de Venture Capital, qui sont les intervenants habituels et qui ont une logique parfaitement claire, qui a été bien expliquée par le précédent intervenant. Le corporate venture capital, en réalité, il a deux drivers, deux motifs de se positionner dans ces marchés de l'investissement dans l'innovation. Le premier, c'est effectivement de contribuer à l'accélération de sa propre mutation. Tous les groupes aujourd'hui, bien entendu, sont confrontés à des défis qui s'appellent économie numérique, ubérisation des métiers, transition énergétique, décarbonation du mode de fonctionnement, etc. etc. Et il est clair que pour beaucoup d'entre eux, ça représente des efforts très lourds de transformation. C'est en particulier le cas dans le secteur de l'énergie. Donc la première raison pour laquelle les grands corporates investissent, c'est pour rechercher à l'extérieur, auprès d'entrepreneurs, auprès de nouvelles générations d'entrepreneurs en particulier, des business models innovants, un éclairage différent de celui qui existe chez eux, et donc de certaine façon de se l'approprier, en tout cas de faire en sorte que ça influe sur leur propre transition. Et puis le deuxième élément qui est indissociable, c'est que en faisant cela, les grands acteurs, les grands corporates contribuent en fait à la transformation et à la structuration de ces nouveaux marchés, et ils sont en position d'investisseurs, et ils jouent donc le jeu de l'investissement, et ils ont donc le même objectif, donc celui partagé avec les fonds de venture, c'est de réaliser des investissements rentables avec des objectifs de TRI élevés. Alors, les objectifs ne se matérialisent pas de la même façon, puisque contrairement aux fonds de venture capital, ce ne sont pas des structures, en général, pas des structures générales régies par le droit du venture capital, c'est-à-dire que ce sont des fonds internes qui n'ont pas d'échéance et qui n'ont pas de limited partner. Il n'y a qu'un seul limited partner, sauf quelques cas particuliers où il y a eu plusieurs corporates qui se sont mis ensemble, mais c'est tout à fait l'exception. Et donc, il faut mesurer la création de valeur d'une autre façon. Il doit y avoir un rappel financier. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des groupes, il faut bien voir que ce genre d'activité qui est très nouveau, enfin pas forcément très nouveau, mais qui est très différent de ce que font les BU, les unités internes des grands groupes, doit être rentable si elle veut justifier sa pérennité dans le temps. C'est ce qui explique d'ailleurs les cycles du corporate venture, puisqu'il y a des entreprises qui, à un moment donné, considèrent qu'elles ne peuvent plus continuer dans des moments, notamment de difficultés ou de ralentissement économique, à financer ce type d'activité, ce qui ne devrait pas se produire. Donc il y a bien les deux objectifs en parallèle, se transformer soi-même et contribuer à la transformation de l'écosystème en faisant des investissements rentables qui vont pouvoir se développer. Quels sont les domaines d'investissement? Là, je crois qu'il y a eu un gros problème sur le slide, mais c'est pas grave, vous avez des jolis drapeaux. Je vous dirai quelques mots des entreprises. Donc, nous investissons chez Engie dans 5 domaines qui sont, d'une part, je vais vous les mentionner rapidement, la production décentralisée et le stockage d'énergie. Ça va venir, très bien.
l'énergie dans le bâtiment, donc après le compteur, et sont toutes les technologies du type thermostat intelligent, domotique, dans lesquelles donc, il y a beaucoup d'innovations, et naturellement toute l'irruption du numérique à l'intérieur du bâtiment. La production décentralisée, c'est l'élément fondamental, donc effectivement c'est la grosse tendance du marché de l'énergie à maintenant de susciter l'apparition de modèles de production locale d'énergie, électricité, chaleur, et qui deviennent rentables alors qu'avant ils ne pouvaient pas l'être, et pour un certain nombre de raisons réglementaires et économiques. Et donc l'investissement dans le stockage, dans la production locale sont des éléments absolument essentiels pour essayer d'anticiper les tendances dans les grands groupes énergétiques. Territoire et mobilité, eh bien, l'élément stockage dont je viens de parler, ça va de pair avec le développement de la voiture électrique, avec la gestion de l'énergie sur les réseaux qui devient de plus en plus complexe avec la décentralisation de la production d'énergie et avec l'apparition du véhicule électrique. Donc c'est un élément tout à fait important aussi pour nous, l'investissement dans les territoires pour transformer progressivement le modèle énergétique hyper centralisé classique en modèle d'énergie décentralisée et bien entendu décarboné. La création, la gestion de l'énergie et de l'effacement, c'est toute la couche logicielle qui accompagne le développement du marché de l'énergie, son évolution actuelle, et l'Internet des objets qui est en fait l'élément transverse un peu à tout cela, la connexion entre les réseaux et tous les acteurs, production et consommation. Alors, pour vous donner quelques exemples d'entreprises avec lesquelles nous avons investi, nous avons notamment investi en France dans 3 entreprises. L'entreprise Sigfox dans l'Internet des objets, avec lesquelles nous avons développé un certain nombre de coopérations intéressantes en France et à l'international. Une société qui s'appelle Apix Analytics qui développe un modèle d'analyse de la pureté du gaz sur les réseaux, et une société dont je vais vous reparler un peu plus tard qui s'appelle Symbio et dont l'objet est de développer, de designer et de vendre des range extenders, c'est-à-dire des prolongateurs d'autonomie pour les véhicules électriques fonctionnant avec une pile à hydrogène. C'est un produit qui est déjà dans le marché et dont je vais vous redire un petit mot. Les autres entreprises qui figurent là à titre d'exemple, il y en a un peu plus dans notre portefeuille, sont une entreprise allemande qui s'appelle Eliatech et qui est un fabricant de films solaires en PV organique. C'est la 3e génération de PV après le PV, le photovoltaïque cristallin et les familles dites de couches minces. C'est un produit qui n'est pas encore sur le marché, mais qui est un très beau produit technologique qui aboutit à un film souple, aussi souple que cette feuille de papier, et avec des degrés de transparence à la demande du client, et un bilan écologique 100% vert, puisqu'il n'y a pas de pollution ni dans le process ni dans le process de production, ni dans la destruction finale du produit en fin de vie. Nous avons également investi dans, là je mentionne 2 sociétés américaines, l'une qui développe une plateforme logicielle pour la gestion des consommations. C'est un produit qui se développe beaucoup aux États-Unis parce que les utilities sont contraintes d'investir, de fournir cette offre-là à leurs clients lorsqu'elles vendent de l'électricité. Elles sont tenues de leur fournir également des outils d'analyse des consommations. Et donc, pour nous, cela fait partie des grands axes d'offres futures pour nos clients aux États-Unis et en Europe ou ailleurs. Streetlight Data, enfin, la dernière société qui n'est pas mentionnée, s'occupe de mesurer les schémas de mobilité des clients. Et donc, c'est une société. Elle mesure en fait à partir des téléphones portables les informations. Elle utilise des informations qui ne sont pas forcément disponibles en Europe compte tenu de la réglementation, mais elle suit les mouvements de l'ensemble des utilisateurs, c'est pas individualisé, et ça permet de mesurer les flux économiques et donc de les anticiper
et c'est un produit très, très intéressant. Alors, comment équilibrons-nous les deux dimensions, corporate et venture capital? C'est un équilibre, d'abord, je dois vous dire, qui est complexe, parce que, dans le fond, on est toujours tiré vers l'un ou vers l'autre. Par ailleurs, nous sommes au cœur d'un écosystème, nous sommes minoritaires dans tous nos investissements, et donc nous devons assurer un partenariat dans la durée avec l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des managers ou des autres actionnaires, notamment les fonds de venture capital, qui peuvent être heureux dans un sens d'avoir un grand acteur industriel ou corporate au capital, parce que ça conforte la société dans son développement, mais également qu'ils peuvent avoir des inquiétudes sur la captation de valeur et de la valeur de l'entreprise en particulier par l'intervenant corporate. Donc il y a des règles qu'il faut respecter. Avec le temps, on finit par à peu près capable de les définir. Il faut être vraiment minoritaire, il ne faut pas se rapprocher trop des 30% du capital. Il faut que la dépendance de l'entreprise à l'égard du groupe soit vraiment réduite, c'est-à-dire que malgré les sollicitations que nous pouvons avoir des managers, nous devons nous assurer que le chiffre d'affaires provient très majoritairement d'autres sources. Et puis, surtout, nous devons développer avec l'entreprise, avec la start-up dans laquelle nous investissons, un business d'intérêt commun où les intérêts sont alignés. Le risque, c'est de se trouver dans une situation où nous sommes soit clients, soit fournisseurs, mais surtout clients. Et là, on a une sorte de conflit d'intérêts qui s'installe et qui peut nous emmener dans des situations tout à fait délicates. Donc pour éviter cela, nous avons défini quelques règles. Donc les secteurs sont évidemment des secteurs considérés comme stratégiques, ceux que j'ai mentionnés, qui sont tous des secteurs dans lesquels les business models ne sont pas vraiment stabilisés aujourd'hui, mais dans lesquels il y a des petites briques qui déjà existent et qui peuvent assurer leur développement. Nous demandons qu'il y ait ce que nous appelons le sponsoring du business unit, du groupe, c'est-à-dire un soutien business d'une de nos entités. Et ce soutien business, comme je vous l'ai dit, il faut travailler dessus pour qu'on puisse très rapidement le transformer dans un projet d'intérêt commun, par exemple la création d'une filiale commune avec un apport de propriété intellectuelle de la start-up et un développement commercial fait par le groupe, ou des combinaisons à trouver pour assurer donc cette communauté d'intérêt dans la durée. Il est clair que parmi les options possibles, il peut y avoir le rachat d'entreprise par le groupe in fine. Notre activité est trop récente pour qu'on puisse vraiment témoigner sur ce point-là. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a déjà eu quelques sorties, et donc ce n'est pas l'option principale, l'intégration. Nous avons eu jusqu'à présent 2 sorties, et une troisième qui est en préparation, et sorties sur des partenaires externes, pas directement pas sur le groupe. Donc nous intervenons à des stades de maturité très précoces. Ça, c'est à peu près la définition du capital innovation ou capital risque. C'est-à-dire qu'en général, il y a un petit peu de chiffre d'affaires, il y a une équipe, il y a une société constituée, il y a un début de commercialisation, mais il n'y a évidemment pas de rentabilité et même pas de rentabilité opérationnelle. Donc nous intervenons à ces niveaux-là, sur des moments assez critiques, et nous sommes en général membres de tours de table, nous sommes très rarement leaders, ça peut nous arriver, et nous sommes rarement, nous sommes, je voulais dire, rarement seuls. Ça nous est arrivé au début et on a plutôt regretté, parce que ça crée des ambiguïtés sur le rôle que peut avoir le groupe. Les critères financiers, bien entendu, nous cherchons à faire des investissements rentables, comme je l'ai dit, c'est évident, et comme dans tous les fonds de nature, ou même dans les fonds d'infrastructure, le TRI, ça se fait entre guillemets au départ, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il faut que l'opération soit faite avec, je dirais, en communauté de pensée sur la valorisation avec les différents partenaires, de façon à ce que, au moins si on se trompe tous ensemble et qu'il n'y ait pas de volonté de coûte que coûte d'entrer
parce que la société aurait une bonne réputation dans le marché, qu'on voudrait absolument y être. Donc je le dis, participation minoritaire, et notre rôle, nous le concevons comme un rôle d'influence sur la stratégie de la start-up. Quand nous avons un administrateur sur 4, 5, 6, 7, donc on n'a pas à avoir un rôle différent de rôle d'influence. Bien entendu, nous ne substituons pas aux dirigeants. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons éviter absolument. Un exemple de participation, Sympathique Puissance, c'est une société française. Vous êtes bien sûr conscient du développement récent, mais assez spectaculaire de la voiture électrique en France, comme dans tous les pays industrialisés. Ce développement de la voiture électrique rencontre dès à présent quelques points d'interrogation qui tiennent notamment à l'autonomie des véhicules et à la vitesse de recharge. Aujourd'hui, les premiers véhicules qui ont été commercialisés, comme la Zoé, ont des autonomies. Alors la première Zoé avec l'autonomie officielle de 200 km. En réalité, entre l'hiver et l'été, avec les consommations de climatisation, de chauffage et tout simplement l'environnement atmosphérique, les conditions atmosphériques, l'autonomie est beaucoup plus faible. Et je crois que tout le monde le sait, tout le monde en est bien convaincu. Et les constructeurs essayent maintenant de proposer, Renault proposait de doubler l'autonomie. Il faut voir qu'à l'échelle, pour la commercialisation de premiers modèles et dans un esprit de communication, tout ça est un sujet qui est assez sympathique. Mais dès qu'il s'agit de développement industriel, notamment à l'échelle des flottes professionnelles, cela pose un problème majeur parce que l'autonomie doit absolument être suffisante. Si on sort du diesel, ce n'est pas pour arriver sur des véhicules qui n'ont pas d'autonomie, c'est tout simplement pas possible. Deuxième chose, le consommateur est habitué à faire son plein en quelques minutes, et donc il n'est pas... Or, le système de la recharge électrique, tel qu'il existe, impose soit une attente de 4, 5, 6 heures, 7 heures, c'est la recharge normale, soit une attente d'un quart d'heure à une demi-heure, c'est la recharge rapide. Et la recharge rapide, c'est quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. Ça fait appel à des capacités de puissance électrique derrière qui est beaucoup plus importante et qui sera saturée rapidement dès lors que le système se développera. Et par ailleurs, l'effet sur la durée de vie des batteries était à peu près évidemment de la réduire assez sensiblement. Donc il faut réfléchir à d'autres formes d'autres formes de technologie pour aider au développement de la voiture électrique. Symbio, c'est une société qui a été créée dans la mouvance du CEA, qui a été créée à Grenoble et qui a développé la pile à combustible hydrogène. Il fonctionne donc par une réaction électrochimique entre l'air capté à l'extérieur avec l'oxygène et l'hydrogène qui est contenu dans une bonbonne et qui est donc le tout passe dans ce qu'on appelle un stack, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire donc un réseau très serré, un empilement très serré de membranes, et donc ça produit donc de l'électricité qui vient donc compléter la charge qui est dans la voiture au départ dans la batterie. Alors nous avons investi dans cette société l'année dernière, en 2016. Nous avons pris une participation minoritaire aux côtés du groupe Michelin qui était déjà et qui donc est notre partenaire avec avec les actionnaires fondateurs. Cet investissement illustre bien l'intérêt mutuel pour le corporate que nous sommes et pour la société. Pour nous-mêmes, évidemment, le développement de l'hydrogène, pour le groupe Engie, qui est un groupe gazier, électricien, mais gazier à l'origine, puisque tout de même Gaz de France, qui est l'une des principales composantes du groupe, l'hydrogène, c'est un moyen de mettre dans les tuyaux de gaz et de mettre une autre source, une autre forme de gaz, avec une autre forme de valeur ajoutée, et qui par ailleurs s'emboîte très bien, si on peut dire, avec la production électrique.
Donc c'est un relais de croissance que nous souhaitons développer et la mobilité hydrogène est un moyen de le faire. Deuxièmement, nous souhaitons évidemment stimuler effectivement la création du marché de la mobilité électrique, puisque c'est un marché qui nous intéresse beaucoup, comme je le dis. Pour Symbio, eh bien évidemment, c'est un intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir crédibiliser sa position un peu plus auprès de ses partenaires de toute nature, puisque Symbio est une société qui agit beaucoup aussi dans le milieu institutionnel. Engie est également un grand opérateur de flotte, et nous avons, en tant que maison mère de Cofeli, qui est une des sociétés du groupe, nous avons favorisé, nous avons facilité un achat de 50 véhicules. C'est le premier achat significatif qui ait jamais été fait en France, et je crois même en Europe, de véhicules hydrogène. 50 véhicules qui ont été commandés en mars dernier. Et puis, par ailleurs, derrière cela, nous sommes engagés à développer des stations de recharge, et c'est l'œuf et la poule, des stations de recharge hydrogène. Pour qu'il y en ait, il faut qu'il y ait des véhicules. Et donc, nous contribuons de cette façon-là à stimuler l'intérêt du marché, l'intérêt des investisseurs pour cette nouvelle offre. Donc voilà un exemple qui est en devenir, hein, je précise. C'est une société qui est encore à un stade très peu développé sur le plan financier, sur le plan des volumes, mais par contre qui a une technologie mature qui est déjà sur le marché. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Eric. Nicolas le disait tout à l'heure, de plus en plus il y a du co-investissement avec différentes formes, dont le crowdfunding. Donc j'appelle Stéphanie, elle est là, elle est là, qui va nous parler du crowdfunding